Ouais. Je vais m'intéresser maintenant un petit peu plus à tes deuxièmes caractéristiques professionnelles ou de personnalité professionnelle. Tu nous as dit tout à l'heure que tu faisais des animations ludiques dans des C'est ça. festivals. Je suis Voilà, donc tu as animatrice participé à la croisière Capitaine Meeple l'année dernière. J'imagine que dans tu fais l'équipe d'animation. voilà, des salons comme peut-être comme Partenay ou le salon du jeu de Oui. réflexion, etc., etc. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? En quoi ça consiste ce métier d'animatrice de festival? Alors, animateur de jeux sur festival. Je ne travaille pas que sur festival, je fais aussi des animations en entreprise, mais animatrice ludique. Je fais jouer les gens. Alors, Je parlons partage d'animatrice. ma passion. Voilà, Oui, animatrice sur ludique. Ok. festival. Alors, sur festival, en fait, c'est simple, c'est des éditeurs qui m'envoient présenter leurs jeux, mettre en avant leurs jeux sur des espaces qu'ils ont réservés. Donc, sur place, bah, je vois avec l'organisation, on s'installe, j'essaye de mettre en avant comme il faut les jeux. Et après, bah, ça va être vraiment du relationnel avec le public, c'est leur présenter les jeux, leur présenter l'éditeur aussi, leur parler un petit peu d'eux et leur expliquer les règles du jeu, les orienter aussi vers les bonnes tables. Donc j'explique les règles de jeu en m'adaptant avec mon public, je fais un suivi des parties, je recueille le ressenti après. Il m'arrive qu'on me confie des prototypes, donc là je vais avoir beaucoup plus d'observation du comportement des joueurs, de leur appréciation, de leurs suggestions aussi. Des joueurs peuvent avoir des bonnes idées, ça peut être aussi est-ce que les choses sont faciles à lire ou pas au niveau du design du jeu. Voilà, c'est assez large. C'est un D'accord. métier qui Alors, demande une vraie passion pour les jeux, parce que quand vous expliquez en boucle le même jeu pendant 3 jours, faut aimer ça. Et une bonne condition physique. Il faut savoir que personnellement, je suis petite, donc je m'assois jamais pour être toujours bien visible des gens et pour toujours être consciente en fait des gens autour de moi. Faut que la personne qui est derrière mon dos, qui attend, je puisse avoir conscience qu'elle est là pour me retourner, pour lui dire est-ce que vous avez question sur quelque chose, excusez-moi, je finis ça dans 2 minutes, j'ai fini, si vous voulez bien. Enfin, voilà, quoi, il faut être assez conscient de son environnement. Et du coup, bah, j'ai eu des animateurs, enfin des gens qui ont voulu tester l'animation avec moi. Au bout d'une journée, ils sentaient les jambes lâchaient, ne pouvaient plus. La voix ne tenait plus Oui. aussi. Il y a des exercices à faire avec sa voix. Parce que bah, si au bout d'une journée elle est cassée, les 2 autres jours, vous allez souffrir dans un hall avec énormément de monde. Et donc, le plus gros que je fais, c'est le flip, 12 jours d'affilée. Voilà, et ça, c'est un bonheur. Le flip, c'est la colonie de vacances mêlée au travail. voilà. À Mais faire. alors, il y a quand même une grosse différence entre un flip et quand tu vas faire animatrice ludique pour un éditeur. Donc, j'avais une question à te poser avant de Le flip, développer je plus le fais amplement aussi tout pour un ça. éditeur. C'est quand tu travailles pour un éditeur, c'est la première chose que tu nous as présentée, donc c'est sans doute par cela que tu es arrivé peut-être au métier. À la base, c'est l'éditeur qui t'envoie, donc tu es un peu comme une mercenaire, quoi, en fait. Tu C'est vas ça. sur le terrain, tu vas au contact du terrain, de l'adversaire, enfin du public, des chalands, et il faut les convaincre que le jeu est bon et que c'est ces jeux-là qu'il leur faut absolument dans leur bibliothèque. C'est ça. Après, en fait, il y a beaucoup d'éditeurs de jeux aussi qui sont sensibles à l'image de la maison d'édition. Donc, je suis pas non plus, je fais pas de l'animation, enfin, dans les festivals en tout cas, je fais pas de l'animation commerciale. Le but, c'est que les gens repartent avec une bonne image du jeu, parce qu'une table qui rigole, une table où il y a de la bonne humeur, bah, naturellement, ça va attirer d'autres personnes. C'est tout simple. Enfin, ton Oui, patron, c'est l'éditeur, lui, il va te donner des consignes. Enfin, comment oui, ça se passe, tout à la fait. passation de consignes? Il va te dire, là, je voudrais que tu travailles plus l'image, tu travailles plus la vente. Est-ce qu'il va te dire, bon, là, il y a des produits dérivés à vendre, donc il faut quand même orienter ou pas? Ou est-ce qu'il te laisse libre complètement de faire et que c'est après qu'il y a le débriefing qu'on oriente pour les actions suivantes? Comment ça se passe, la relation Alors, entre l'employé et le professionnel de l'édition? bah, je vais avoir des éditeurs qui vont être très exigeants finalement sur la façon de présenter les choses, dans quel ordre donner tel ou tel élément. Ça Je me dépend aussi rappelle que des tu avais lieux. croisé à Cannes sur, je ne sais plus quel éditeur c'était, mais j'avais repéré le jeu des grenouilles.
que tu nous avais super bien expliqué, c'était l'Odyssée des grenouilles, Smart Game qui se lance dans les jeux de société, tout à Voilà, fait. c'était Smart Games, voilà. Et c'est vrai que tu nous avais super bien expliqué le jeu. Déjà, le stand, effectivement, de l'éditeur était très bien préparé, parce qu'il y avait de la déco, des couleurs, il y avait pas mal de place pour circuler. Les gens aiment le paquet, oui. Oui. Et après, c'est vrai que la façon dont tu nous as expliqué le jeu présenté, moi, tout de suite, je me dis, bon, bah, c'est pas moi qui vais jouer à ce jeu, mais je me le retiens pour des stands d'espace famille, quand j'anime, moi, bénévolement des jeux famille. Je me retiens le jeu si je veux offrir un jeu à un enfant de cet âge-là dans la famille. Voilà, c'est toutes ces petites choses qu'effectivement, quand on discute avec les animateurs en convention, d'avoir vu le jeu, de l'avoir testé en vrai, d'avoir discuté, ça permet tout de suite de retenir les jeux coup de cœur. Et c'est vrai que c'est très important, voilà, le métier d'animateur ludique pour repérer tout ça. Surtout qu'en plus, je vais aussi accorder mon discours en fonction de. J'ai quelqu'un qui vient d'une boutique, j'ai quelqu'un qui est chez Waka Waka qui font de la vente à domicile, des choses comme ça. Je vais pas leur présenter le jeu de la même façon. Oui, et puis ça, c'est vrai que ce discours différencié, on le reconnaît chez toi et puis aussi chez les gérants de boutiques de jeux qui ont l'habitude du métier et qui, au bout d'effectivement de quelques années d'expertise, arrivent à faire la différence avec quelqu'un qui débute dans le métier et qui ne sait pas encore trop différencier son discours suivant le type de personne qu'il a en face. Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient repérer des jeux à vendre dans son magasin? Est-ce que ce sont juste des parents? Voilà. Il faut savoir que c'est assez récent finalement la professionnalisation du jeu. Avant, en fait, les espaces étaient souvent gérés par des bénévoles et les jeux expliqués par des bénévoles. J'ai été longtemps bénévole, hein, donc comme je disais au départ, sur du jeu de rôle à la base, et puis après j'ai dérivé petit à petit sur le jeu de société. C'est quelque chose finalement qu'on apprend par l'expérience, comment présenter des jeux petit à petit. Et les éditeurs de jeux, ils se rendent compte en fait au fur et à mesure des années que l'animateur, ceux qui se sont professionnalisés, ils ont des méthodes, ils ont des façons de faire, ils ont une adaptation au public, ils ont un métier, quoi. Voilà, pour revenir donc au fil de nos questions, est-ce que c'est un métier qu'on va pouvoir faire à plein temps? Parce qu'on est d'accord sur le fait que c'est un métier. Il y a un réel savoir-faire, tout autant que le métier de graphiste dont tu nous parlais tout à l'heure avec brio. Donc, est-ce que c'est un métier qu'on peut faire à plein temps? Parce qu'il y a des contraintes, c'est des périodes de festival, c'est des périodes de salon, il y a des bonnes périodes, il y a des mauvaises périodes. Qu'est-ce qu'on fait entre les deux périodes? Comment ça se passe? Alors, je vais être claire et nette, animateur uniquement sur festival, ce ne sera pas un métier à plein temps. Les animateurs sur festival font d'autres métiers. Moi, je suis animatrice de jeux, je travaille du coup aussi en entreprise, dans des boutiques. Du coup, je vais être pas mal mobile. J'ai fait partie de la croisière Capitaine Meeple, par exemple. Je vais faire des animations en entreprise. J'ai des clients qui ont des escape games nomades, donc mobiles. Je vais prendre leur matériel, partir avec leurs équipes, gérer tout sur place, installation, relations clients, animation du jeu. Il y en a qui travaillent que pour des éditeurs qui font de l'animation, mais ils vont gérer de la logistique, ils vont faire du commercial aussi, c'est-à-dire qu'ils vont aller voir dans leur région les boutiques, expliquer les jeux aux boutiques et des choses comme ça. Donc il y a plein de modèles différents. J'ai des copines animatrices qui travaillent en ludothèque en semaine, voilà, ou qui vont avoir d'autres projets. Mais animateur sur festival, on ne peut pas en vivre seul. Il faut vraiment avoir développé d'autres choses à côté. D'accord, oui. Donc, pour résumer, des animations en entreprise, des animations pour le grand public en itinérant, des éditeurs qui confient des animations sur des festivals, des actions individuelles. Ça fait quelque chose de très varié, quoi. On s'ennuie pas. Oui, j'aime beaucoup. Dans ce métier, je bouge énormément. L'année dernière, j'ai fait 14 festivals, par exemple. Donc, ça fait quand même pas mal de déplacements, en sachant qu'il y en a eu qu'un seul dans la ville de Lyon. Donc j'ai bougé un petit peu partout. Beaucoup d'animateurs bilingues vont à Essen, donc, qui est en Allemagne. Donc, ça fait un petit peu loin. Voilà, donc on est très, très, très mobile, pas mal pris sur les week-ends. Et après, ça va être des animations aussi en magasin qui peuvent faire des compléments. Mais là aussi, ça va être sur des périodes et ça va être en conflit avec des week-ends. Donc, je conseille assez plus de l'animation auprès de ludothèques, dans des entreprises. L'entreprise a un autre avantage, c'est qu'elle n'a pas les mêmes finances.
Donc, ça paye plutôt bien. Si l'ambiance n'est pas la même, un festival de jeux, les gens viennent pour jouer. Mhm. Les animations team building, des fois, c'est votre direction qui vous dit allez jouer. C'est pas pareil. On peut Donc, pas il va faire falloir. des transports. Il faut- Ouais, c'est on clair. prend aussi de notre énergie à lancer les gens dans la mécanique de jeu. Ah bah, Et je fais également. à propos d'énergie, justement, les trucs, quelques trucs, quelques astuces pour accrocher le chaland. Parce que pour accrocher ou pour passionner les gens, parce que c'est le métier d'animation, il faut prendre les gens et puis les amener là où on veut. Alors, tu citais qu'en entreprise, ben, certaines personnes sont obligées d'être là, donc ça doit pas être évident de les faire jouer. Dans le salon, les gens, ils viennent jouer, mais certains, ils veulent jouer à un jeu et pas à un autre jeu. Ben, c'est sûr que si c'est le jeu de l'éditeur voisin, tu es un petit peu embêté. Bon, alors comment tu gères ça? Comment ça se Si le temps gère? d'attente, on arrive quand même à leur dire bah, écoutez, vous commencez quelques tours, vous dites au collègue qui est à côté que vous réservez la table suivante, et puis même si vous n'avez pas fini la partie, moi je ne vais pas me vexer, vous aurez découvert un jeu et au moins vous n'aurez pas attendu debout. Donc ça, j'arrive à les attraper, ceux du, du stand d'à côté. Et sur festival, bah, y a l'ambiance quand on est sur une table de jeu, donc les rires, les choses comme ça vont attirer naturellement les gens. Moi, je vais beaucoup jouer sur l'humour, de toute façon. Je vais charrier un petit peu les joueurs en entreprise. J'ai un micro, c'est plus facile pour m'adresser à la foule. Et souvent, le lancement d'un jeu va se faire tout d'un bloc. Donc, il y aura, ça arrive en fait de gens qui ne veulent pas du tout jouer. Et dans des jeux d'énigmes, au bout d'un moment, bah, ils sont dans une équipe, ils interviennent et à la fin du jeu, ils sont dedans. Ils sont dedans comme le reste parce qu'ils s'amusent. Il faut créer des émotions. Il faut créer de l'émotion. C'est surtout ça. Tu nous dis que tu n'as pas de technique, mais tu viens d'en citer plusieurs. Tu viens de nous expliquer que tu jouais sur la gestuelle, que tu jouais sur la parole, sur le rythme de parole, sur le fait de ne pas exclure des gens qui n'ont pas l'air de voir avoir joué, mais qui vont quand même, tu vas les amener quand même. Donc ça, c'est ne pas exclure les gens, leur laisser la porte ouverte tout en s'occupant de ceux qui veulent jouer. Enfin, tout ça, ce sont des techniques finalement. Tout à fait, tout à fait. Il m'arrive aussi que dans des jeux en fait immersifs, type escape game, bah, il y a le moment où j'explique comment ça va se passer, parce que les gens peuvent être un petit peu stressés. Maximum, j'ai fait jouer en même temps à des escape games 200 personnes. Donc, quand vous devez motiver 200 personnes en même temps, avec des espaces, avec des contraintes de temps, avec des règles, avec des jeux qui sont jamais faits, ça peut être compliqué. Et ben, je vais avoir une veste, une casquette, quelque chose, un chapeau, pour dire, bah, maintenant je rentre dans un personnage. Quand j'enlève tout ça, je sors du personnage. Donc ça va être des gimmicks visuels en plus. Oui, il y a beaucoup de la casquette qui change et puis les gens comprennent que c'est un autre personnage. D'accord, ok, oui. Encore une autre technique, utiliser le costume. Voilà, ça peut être une autre technique. C'est une technique qu'utilisent pas mal de gens du théâtre, en fait, qui font du théâtre d'impro dans les entreprises. Alors, en fait, j'échange pas mal avec des gens de milieux différents pour m'inspirer aussi un petit peu. Et là, le chapeau, dans leur tête, que dès qu'ils le mettent, ils ont tout le personnage qui vient avec et ils incarnent un nouveau personnage. Et ça les aide aussi, eux, à faire ça. Et j'ai rencontré des animateurs de jeux qui m'ont dit essaye un jour, ramène plein de chapeaux et tu vas voir les gens se transformer juste en portant des chapeaux. Les joueurs eux-mêmes. Oui, c'est un peu comme Les il y a des marchés où il y a déjà des masques qui sont préétablis et on sait déjà tout de suite quel personnage va être incarné par quel masque. La beauté du jeu, c'est qu'on va changer de référentiel. On va, du coup, on va être plus dans un système hiérarchique et des choses comme ça. Et quand les gens, en fait, ils ont fait dans leur tête ce petit basculement, ben, on est dans un truc un peu à part, on n'est plus dans le train-train, on n'est plus dans le quotidien, c'est le moment où je peux me lâcher. Ben là, vous avez gagné, quoi. Là, tout va aller tout seul. Ça va être vraiment super. C'est là où vous allez vous nourrir en fait, de l'enthousiasme des gens et c'est la meilleure énergie à avoir. Quand les gens ont retrouvé leur sourire d'enfant, ils sont dans les bonnes dispositions, le jeu peut être libre à ce moment-là. C'est un beau métier. Des débuts d'animation catastrophiques où rien n'allait, où ça ne marchait pas. Puis on lance le jeu. Les gens, un peu sceptiques au départ, à la fin, ils ont la banane, ils viennent vous remercier et tout. Et je sors et je fais ah, j'adore ce métier. En fait, s'il y a des gens qui vont se lancer là-dedans, faut qu'il y ait la passion qui aille avec. Faut aimer jouer, il faut aimer promouvoir le jeu, faut aimer partager cette passion-là. Parce que moi, c'est la base de mon énergie. Et j'ai eu le malheur de voir des personnes perdre cette passion
Et au niveau professionnalisme, ça s'est ressenti aussi derrière, quoi. Oui, on n'y arrive pas comme ça par hasard, Mm. comme Obélix est tombé dans la marmite. Non, on choisit de mettre un doigt de pied, puis la jambe, puis jusqu'au cou. D'accord. Il faut savoir que moi, du coup, j'ai fait de l'animation bénévole pendant pas mal de temps, organisation de festivals et autres. Puis je suis toujours là, même si j'anime moins bénévolement. C'est normal, souvent, les week-ends, je suis partie sur un festival ou je suis sur le festival où j'ai aidé Octogone, j'y travaille, alors qu'en amont, je suis bénévole. Ça fait toujours un petit peu bizarre. Du coup, d'essayer déjà un petit peu le bénévolat, savoir si on tient la durée, si on aime ça. Et avant de me lancer en professionnel, j'ai fait 1 mois en magasin de jouets pour Asmodée, pour voir en fait si ce côté passion, en fait, est-ce que j'allais trouver ça pénible si tous les jours j'allais présenter des jeux en plus du commercial, c'est pas le truc que j'ai fait avant, donc voir en fait si ça gênait pas ma passion, parce que transformer une passion en métier, c'est pas toujours évident, et vous pouvez perdre votre passion par cette transformation. J'aime beaucoup dessiner, j'aime faire des illustrations quand je fais du graphisme, mais je ne veux pas devenir illustratrice, je travaille pas pour devenir illustratrice parce que je sais quelle différence ça fait d'avoir des commandes, de devoir dessiner ce que les gens veulent. Et ben là, vous n'allez pas choisir les jeux que vous allez animer. Avant, j'animais dans des zones de jeux libres. Là, je choisis pas les jeux que j'anime. Alors, j'ai de la chance, j'ai beaucoup de clients différents. Donc, des fois, sur un festival, je vais dire, je vais prendre tel éditeur ou tel autre. Voilà quoi. Et donc, si je retiens bien, voilà, les conseils qu'on peut donner à quelqu'un qui voudrait se lancer ou essayer. Donc, tu disais beaucoup bénévoler dans les conventions de jeux pour se rendre compte de ce que c'est, acquérir de l'expérience. C'était très intéressant. Tu disais qu'il fallait parfois être un peu bilingue. C'est vrai que parfois, même en France, on peut avoir des joueurs qui viennent de l'étranger et donc il faut un petit peu savoir se débrouiller, c'est vrai. Et Bah, scène est en allemand. Il y a beaucoup d'animateurs qui parlent que français. Moi, je fais du français-anglais. Ça m'a servi quelques fois sur Cannes. Mais oui, oui, je me rappelle, moi, en tant que bénévole, effectivement, ça arrive presque chaque fois qu'on ait un touriste qui vient, qui est là en famille et qui profite de « Ah, chouette, un événement de jeu en France, je vais voir comment c'est par rapport à mon pays », qui vient tester les jeux en France. Donc, effectivement, parler un peu l'anglais, ça peut aider. Et puis, ce que tu disais, c'était important aussi d'aller tester, par exemple, dans un magasin de jeux sur une période longue, est-ce qu'on tient effectivement de faire ça tous les jours, toute la journée voilà, ce sont des très bons conseils pour ceux qui veulent éventuellement se lancer, en gardant à l'esprit, comme tu disais, que ça ne suffit pas pour faire un temps plein et qu'il faut avoir d'autres cordes à son arc à côté. Voilà. J'ai deux derniers petits conseils. Utilisez le matos de jeu qui est à votre disposition. Ils ont plein d'icônes, ils ont plein de choses écrites dessus. Donc, beaucoup accompagner la gestuelle, le matos. Et quand on est avec des gens étrangers, quand on a toujours un accent et choses comme ça. Donc, s'appuyer sur le matériel, illustrer ce qu'on explique est important. L'autre conseil, du coup, souvent aussi, on est un peu perdu dans les statuts. Du coup, il y a des sociétés de placement d'animateurs qui peuvent des fois aider là-dessus. Moi, je travaille avec Didier Lenain de chez Elude. On travaille l'un avec l'autre, on s'embauche l'un l'autre, voilà. Et sinon, il n'y a pas que le statut auto-entrepreneur qui existe. Moi, je suis dans une coopérative d'activité d'entrepreneurs. C'est un peu comme du portage salarial, mais avec un fonctionnement plus associatif. Donc, on n'a pas des actionnaires rémunérés, des choses comme ça. Et c'est des structures qui permettent de vous accompagner dans vos projets et qu'on peut intégrer assez facilement, quitter un peu comme on veut, et qui a l'avantage du salariat et de l'entrepreneuriat. Donc, pour tester une activité, c'est vraiment très, très chouette. Moi, je suis à celle de Graines de Sol, si ça intéresse des Lyonnais, et je serais ravie d'accueillir des animateurs ludiques dans cette structure. Vous avez retenu, hein, vous écrivez. Hein. Et Ça donc, m'est tu te contactes sur Let It Be Design, c'est ça? Ou Laetitia Barbet, oui. Let It Be Design, ils peuvent, ou Laetitia Barbet. Ou Voilà. Let It Be Anime. On ne va pas te retrouver sur le flip à Parthenay cet été, puisqu'il est annulé à cause du confinement. Bon, voilà. On aura peut-être le bonheur de te voir venir faire un show les semaines de l'Hexagone, par exemple. On ne sait jamais, puisqu'on n'est pas loin de Lyon. Oui, j'étais venue vous voir, du coup, voilà. l'année dernière. Voilà, n'hésite pas à revenir, tu seras la bienvenue. Oui, c'était super en plus. Et puis on pourra retrouver donc Laetitia sûrement donc à la convention Octogone en octobre.
Et puis, ben, aux rencontres ludiques de Lyon qui sont reportées au 12 et 13 décembre maintenant. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Laetitia. Merci Au à revoir, vous. À bientôt. On te Journée. souhaite Au encore revoir. plein de beaux designs et plein de belles animations. Au revoir. plaisir. À demain si vous le voulez bien.